Voilà, pardon, c'est reparti. Bon. Donc, sur la RE 2020, la sobriété énergétique et la décarbonisation de l'énergie, c'est-à-dire éviter que cette énergie qu'on va avoir besoin pour le bâtiment, elle soit d'origine carbonée. Bon, voilà, ça c'est pour parler bien. On va essayer de diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments. Ça, c'est des objectifs qui sont importants. On va éviter donc de construire en mettant beaucoup d'énergie et de carbone dans le bâtiment. D'accord? Et le dernier point, c'est garantir le confort en cas de forte chaleur. Donc là, c'est plutôt se dire, le climat, il est en train de chauffer de toute manière. Donc, il faut se préparer aussi et préparer nos bâtiments à ce qu'ils affrontent, eux, des canicules ou des séquences de canicules les étés et qu'ils soient des bâtiments encore vivables pendant ces périodes-là. Alors, la RT 2012, elle s'applique jusqu'au 1er janvier 2022. D'accord? Et à partir du 1er janvier 2022, on a attaqué la RE 2020. Ça, c'est pour le cas générique. Malheureusement, on est en France, le cas générique n'est pas applicable tout le temps. Donc, il y a déjà deux exceptions. Tout ce qui est, en fait, c'est uniquement valable pour les bâtiments d'habitation. Tout ce qui est bâtiment d'enseignement, bâtiment tertiaire, ça sera à partir du 1er juillet 2022. Donc, ils ont déjà gagné 6 mois. D'accord? C'est la date du dépôt de permis de construire voilà, qui importe. Et pour les extensions des bâtiments d'habitation, ça sera au 1er janvier 2023. Donc, si vous avez des extensions cette année, vous êtes soumis à la RT 2012 ou la RT existant, élément par élément, selon la surface de l'extension. Mais ça, vous n'hésitez pas à me reposer la question. C'est des choses où on est habitué. Hein, mais dès que vous avez un bâtiment, vous ne savez pas trop, vous me reposez la question. Mais tout ce qui est bâtiment neuf d'habitation, paf, et revint. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, au moment du permis de construire, et on va regarder le bâtiment sur une approche globale sur 50 ans. C'est-à-dire que quand on va, je vous donnerai des impacts énergétiques ou des impacts carbone, c'est sur la durée de vie d'un bâtiment qu'on estime à 50 ans. Voilà. Ce qui me paraît peu, hein, moi, 50 ans pour un bâtiment. Mais bon, certains bâtiments, quand je passe à côté, je ne sais pas s'ils tiendront les 50. Les critères, là, c'est le côté un peu dur. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien la RT 2012, mais on retrouve les deux premiers, on les connaît déjà. Les BBio, les besoins bioclimatiques. En gros, c'est quand on prend un bâtiment, c'est la façon dont il est construit, donc c'est son enveloppe, c'est également le froid qu'on va avoir besoin de lui mettre, le chaud pour le chauffage, la ventilation, etc. Tout ça, c'est les besoins dont va avoir le bâtiment. D'accord? Donc, plus il est isolé, moins il a de besoins, on est d'accord. Et plus il a de surface, par exemple, vitrée au sud, plus on va avoir de besoins de froid l'été ou de store, etc., pour éviter de surchauffer. Donc, ça, c'est le BBio. Le CEP, alors qui existait déjà, hein, c'est la consommation d'énergie primaire. Donc, en gros, quand vous avez des besoins bioclimatiques, vous les multipliez par l'énergie. Et selon l'énergie que vous avez en face, vous avez d'autres coefficients qui rentrent en compte. Voilà. Et on a rajouté dans cette énergie-là, on a rajouté le CEP-NR non renouvelable. En gros, on a deux seuils, mais ça, on va le voir un peu plus loin, avec de l'énergie et de l'énergie renouvelable. Ça permet d'aller plus loin dans les seuils. Voilà. Il y a deux critères complètement nouveaux qui n'avaient jamais été vus avant. C'est les IC, impact sur le changement climatique. Donc ça, impact carbone, vous l'avez sur l'énergie. Donc en gros, le bâtiment, quand vous le chauffez, pour faire simple, si vous êtes au fioul, vous allez multiplier tous vos watts par des kilos de CO2. Et ça va vous donner un impact carbone de l'énergie. Et bien, on retrouve ça. Donc, c'est assez simple à calculer, hein, mais c'est quelque chose de nouveau parce qu'on ne l'avait pas sur la RT 2012. Vous avez la même chose sur la construction. Donc, on a un impact carbone construction, c'est-à-dire quelle est la quantité d'énergie
multiplié par le coefficient d'énergie pour avoir du CO2, pour avoir une masse de CO2 que représente l'investissement carbone, l'impact carbone de ce bâtiment pour le construire. Et enfin, un petit nouveau, mais qui n'est pas si nouveau que ça. Avant, on avait un TIC, pour ceux qui connaissent bien la RT 2012, température intérieure conventionnelle. Aujourd'hui, on a un degré-heure d'inconfort. En gros, on estime on a mis des seuils. Et quand on dépasse ces seuils, on a des degrés-heure d'inconfort. Et ça nous permet de mieux quantifier notamment les problématiques d'été. Voilà. Pour voir les évolutions, alors je ne sais pas si Christophe, tu as déjà des questions ou des choses où il y a besoin de m'interrompre, mais tu n'hésites pas, il ne faut pas hésiter. Hein, si on veut que ça soit un peu interactif, c'est un peu compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de prendre part à la discussion. Alors, en RT 2005, on avait une consommation d'énergie globale maximale. Voilà. On avait une température intérieure qui ne devait pas dépasser un certain seuil quand on faisait la modélisation. Et on avait très peu de composants qui rentraient en compte. En gros, la ventilation, le chauffage. Et une fois qu'on est passé en RT 2012, on s'est mis des besoins bioclimatiques. C'est-à-dire qu'on calcule les déperditions, les besoins d'énergie, plutôt que de savoir la consommation d'énergie. Parce qu'en fait, vous avez les plombiers chauffagistes connaissent bien ça, des rendements. Et en fait, on a ces rendements qui sont différents selon la machine. Donc, on calcule d'abord les besoins du bâtiment et après, on calcule les besoins avec la machine. Donc, c'est ce qui est là dans la RT 2012. On avait la température intérieure conventionnelle de référence. On avait augmenté tous les critères qu'on avait de la RT 2005 et elle était appliquée sur la surface Sean RT, pour ceux qui réglementation thermique, Sean surface hors œuvre nette. En gros, pour faire très simple, on calculait la surface presque au nu extérieur, les murs. Donc, on incluait avant les murs. Donc, une maison qui fait 120 mètres carrés habitables, en Sean RT, elle fait à peu près 150, pour vous faire simple. Et on bascule dans le monde de la RE 2020. Là, en fait, tous les critères ont été réévalués et améliorés, et notamment un où on ne s'en était pas aperçu sur le début parce que ce n'était pas ressorti comme ça, sur le B-Bio. Parce que le B-Bio, en fait, il est maintenant calculé sur la CHAB, donc la surface habitable. Et ça change tout parce que quand vous calculez et que vous avez le droit à 50 kW par mètre carré et que vous en avez 150, donc si vous faites 50 fois 150, je vous laisserai faire le calcul, ça va assez vite. Et bien si vous faites pareil, mais 50 fois 120, vous avez des besoins qui seront très nettement inférieurs. Donc vous avez en fait un B-Bio qui a été très très redescendu. Il y a en chose importante, il y a le besoin la prise en compte du besoin de froid. En fait, sur le degré-heure, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce degré-heure il va avoir deux seuils. Et dans quasiment toutes les situations qu'on a mises en calcul, il y a eu un besoin froid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une RT 2012, la maison, très bien, on met un plancher chauffant, on lui met une PAC, et on dit que cette PAC, dans l'étude thermique, on dit que cette PAC elle est non réversible, elle ne fabrique que du chaud. Et vu qu'elle fabrique que du chaud, on se retrouve à avoir pas de besoins froids qui sont calculés. Donc, les RT 2012 passent comme ça. On sait qu'une fois que l'attestation est faite, on remet deux bouts de polystyrène sur les tuyaux, on les calorifuge, et puis il se passe quoi? Une fois calorifugée, elle produit du froid. Parce qu'une pompe à chaleur, elle sait faire les deux. Donc, c'est de la triche. Et pour qu'il n'y ait plus cette triche, eh bien, automatiquement, dans la RE 2020, on a ce besoin qui est pris en compte. Alors, c'est très impactant parce que ça veut dire que chaque maison, non seulement d'avoir un B-Bio qui est redescendu, on a aussi sur les consommations une prise en compte du froid, qui n'était pas le cas sur la RT 2012. Dans les petits détails. Alors là, c'est plutôt pour les constructeurs ou ceux qui veulent le faire pour eux-mêmes. À quel moment ça change quoi? Quand on était en RT 2012, au moment où vous déposez le permis de construire, vous avez une petite
feuilles, voilà, 4 feuilles en fait, qui s'appelle une attestation de prise en compte. Et dans cette attestation de prise en compte que vous déposez au permis de construire avec votre dossier de permis de construire, en fait, il y a juste une attestation comme quoi vous respectez bien le B-Bio. C'est-à-dire que votre bâtiment, sa forme, sa compacité, le type d'isolation, le type de vitrage, etc., respecte bien le premier critère qu'on a vu tout à l'heure, le B-Bio. Et bien là, on a la même chose, hein, on a toujours ce B-Bio, mais en plus, on a le degré heure. C'est-à-dire que quand vous posez votre permis de construire, vous avez une attestation comme quoi votre maison, elle va bien respecter le degré heure. Donc, ça fait une attestation supplémentaire. En tout cas, ça fait un calcul qui est un peu plus poussé au niveau de la thermie. La thermie, elle passe de statique à dynamique. Alors, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on avait sur l'ART 2012 une attestation de conformité en J'espère que vous n'êtes pas malade, monsieur Collin. Non, mais tout va bien en ce moment. C'est un peu compliqué de passer à travers. Donc. Vous aviez une attestation de conformité de fin de chantier. C'est-à-dire que vous aviez quelqu'un qui venait dans votre maison, vérifier que vous aviez bien, en tout cas, les factures d'isolant comme conformes par rapport à l'étude thermique, que vous avez bien mis en œuvre tous les moyens et que vous avez notamment le test de la porte soufflante, que vous êtes bien en dessous de 0,6 hein, sur ce seuil-là. Donc, ils vont vérifier tout ça. Eh bien, demain, on a plus de choses que ça. Enfin, demain, c'est déjà aujourd'hui. On a notamment lors du dépôt de la DROC, alors déclaration d'ouverture de chantier, quand vous faites une déclaration d'ouverture de chantier, la commune a le droit de vous demander l'indice de construction, l'impact carbone, l'impact carbone énergie et l'impact carbone construction au moment de la construction. Alors, je ne sais pas si ça va être fait, hein, mais en tout cas, ils ont le droit de le faire. C'est-à-dire qu'au moment où vous déposez votre déclaration d'ouverture de chantier, vous savez quels sont les matériaux que vous allez employer dans la maison. Ça ne bouge plus parce que les matériaux que vous allez employer vont être impactants sur ces IC. Vous gardez dans l'attestation, vous gardez les mêmes choses qu'avant. Hein. Évidemment, le mec qui vient vérifier va continuer à vérifier les mêmes choses. Test de la porte soufflante, le même 0,6. Ça, on n'a pas changé. D'accord ? Par contre, il va vérifier le respect des différents seuils. Seuil énergie, bah ça, c'était déjà le cas, mais le seuil environnement aussi. Et puis, dernière chose qui n'existait pas jusque-là, on va vérifier les VMC. Alors, pour ceux qui ont fait déjà poser des VMC double flux, quand on fait poser une VMC double flux, on prend un anémomètre, on prend un cylindre, enfin un tube, si vous voulez, un cône à l'envers avec une petite hélice, et on vérifie la vitesse et le volume, le débit qui passe par là. Et bien là, aujourd'hui, ça va être fait pour toutes les maisons. On va vérifier le débit de chaque VMC de chaque bouche. Alors moi, j'ai fait quelques chantiers dans ma vie. J'en ai vu quelques-unes des VMC et je suis bien content de ce truc-là parce que quand on voit comment elles sont posées, soit avec des gaines souples qui se déchirent sur les rails, soit pincées, soit je ne vois pas comment elles peuvent marcher correctement. Donc, quitte à mettre un matériel, autant qu'il fonctionne bien, quoi. Enfin, c'est ce que j'estime. Donc, ça va être, ça c'est un changement. Hein. Donc, vous aurez dans l'opération, à chaque fois, attention, Fouad aussi en voiture, là, vous prenez quand même beaucoup de risques, hein, les gens. Mais bon, les journées sont bien pleines. Si on revient un petit peu sur le B-Bio. Alors, B-Bio, ça a un impact quand même très fort, mais peut-être pas tellement pour vous. Parce que le B-Bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, la forme du bâtiment est analysée, le vitrage, la taille des vitrages, l'orientation et la compacité. Clairement, nous, dans les modélisations qu'on a faites, les modèles, on va dire, d'architecture contemporaine, les maisons à toit plat avec des formes un peu éclatées, c'est extrêmement compliqué de les faire passer. C'est quasi impossible. Donc, tout ce qui va être maison d'architecte, ça va être très compliqué pour eux. Voilà. Ah, il y en a qui vont. Super, merci d'avoir d'avoir arrêté la voiture. Hein. On essaye de suivre. Là, c'est Frédéric, il est arrivé au bureau, je suis content. Ça fait déjà un en moins sur la route.
Ça, il y a eu aussi un autre changement. Tout à l'heure, j'avais dit la surface. Ils ont aussi changé les données météo. En gros, une maison aujourd'hui, on avait des coefficients. Ce que vous imaginiez avant, là, il faut faire 30% en plus en termes d'isolation. Donc, quand vous étiez à 14 dans les murs, il faut passer à 20. Clairement, on est à peu près sur cet enjeu-là. Voire sur des maisons d'architecture contemporaine, il y a de grandes chances que vous soyez en triple vitrage, parce que le vitrage va être extrêmement pénalisant. C'est toujours, elle est faite globalement, la RT, enfin la RE. C'est-à-dire, on va analyser le bâtiment dans son ensemble et on va le modéliser dans son ensemble. Donc, je ne peux pas vous donner, dire il faut 15 de laine de verre, etc. Chaque modèle va être différent. Mais évidemment, dans les modèles, enfin dans les maisons d'architecture contemporaine, où on va avoir énormément de vitrages, un vitrage, c'est 5 à 10 fois moins performant qu'un mur, hein, en termes d'isolation. On va forcément se retrouver à avoir des compensations à effectuer. Donc, c'était déjà le cas aujourd'hui, hein, mais ça sera d'autant plus fort puisque là, on demande à ce que ce bébio soit 30% en dessous. Excusez-moi. Je vois un petit coup. Tu as des questions, Christophe, sur le bébio? Non, tu as un truc récurrent que j'aurais oublié, que tu as vu? Ouais, alors je te les ai inscrits, je ne sais pas si tu les as en Non, direct. mais moi, je ne lis pas, moi. Je ne peux pas tout faire. Euh, Je veux bien que tu les lises. alors, il y avait une première question sur qu'est-ce que le déphasage? Tu m'entends? Parce que Oui, moi, mais je alors, t'entends très. Il y avait ouais. une première question, donc qu'est-ce que le déphasage? J'en ai absolument pas parlé. Est-ce que la VMC double flux est obligatoire? Non. Le déphasage, j'en ai absolument pas parlé. Je pense qu'on en parlera si vous voulez bien à la fin, parce que c'est pas franchement la thématique de la RE 2020. Je veux bien qu'on en discute, mais elle est modélisée à travers le modèle dynamique, le déphasage. C'est-à-dire qu'un isolant qui va avoir plus de déphasage va avoir un meilleur comportement sur les degrés heure en été. Donc, on a bien une modélisation de ça. Par contre, l'expliquer, le déphasage, je vais être un peu court dans le temps. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui sait déjà de quoi il parle. Et sur la VMC double flux, elle ne sera absolument pas obligatoire. On est sur aucune obligation. Il faut bien lire, on n'a pas d'obligation, hormis celle que je vous parlais de l'attestation. On est sur une étude globale. Donc, il faut que l'étude globale, elle soit bonne. C'est ça qu'on vous demande. C'est que la maison, dans son ensemble, respecte les différents critères. Que vous utilisiez une VMC double flux, alors, pour info, vous allez consommer un peu plus d'électricité puisque vous allez avoir 2 ventilateurs. Vous allez avoir des pressions qui vont être un peu plus importantes là-dessus. Par contre, vous allez récupérer évidemment de l'énergie, mais en général, ça s'équivaut. Donc, c'est pas la solution. En tout cas, ça ne sera pas la solution à mettre en place forcément. La VMC normale, Y et gros B, enfin Y B suffira. Voilà, pour passer. Bon, je continue un peu alors. Tout ce qui est consommation d'énergie. Donc, on a des bébios, c'est-à-dire des besoins. Et ces besoins, on va les multiplier par les équipements. Donc là, on a nos plombiers chauffagistes et nos électriciens qui vont mettre des choses en place. Donc, on va les multiplier soit par une PAC, soit par une chaudière, soit par autre chose, de l'hybride, ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, il faut qu'on reste en dessous des seuils. Et les seuils, c'est quoi? Ils sont là. Alors, quand on n'utilise pas de renouvelable, pour une maison, il ne faudra jamais qu'on dépasse les 55 kWh d'énergie primaire, d'accord? Watt-heure, énergie primaire EP, par mètre carré par an. Donc, une maison de 100 mètres carrés, si vous êtes bon, 5500. Personne ne veut répondre. 5500 kWh d'énergie primaire. Alors, l'énergie primaire, c'est calculé un peu bizarrement. En gros, quand vous consommez de l'énergie primaire, par exemple le gaz ou du bois, ou etc., 1 kW est égal à 1 kW d'énergie primaire. C'est très bizarre. Et quand vous utilisez de l'électricité, c'est 2,3. Donc, si on calcule bien, parce qu'avant c'était 2,58 dans la RE 2020, là c'est un peu ils ont réussi à leur baisser. Donc, on est à 2,3.
Donc, sur une maison de 100 mètres carrés, si on reprend le petit calcul, vous faites 5500, d'accord, hein, donc par mètre carré et par an sur 100 mètres carrés, donc 5500. Vous divisez par 2,3. Frédéric, tu t'endors, fais attention. Ça, c'est bien quand même la caméra, ça permet de rappeler. Et tout le monde cherche Frédéric qui s'endort. Voilà, j'ai perdu l'auditoire. Ça fait combien quand on divise par 2,3, là, 5500? 2391. 2391. Et ça, on est sur des kilowatts par an. Ça fait une facture d'électricité qui est à combien? Là, j'ai perdu. Il est à 0,16 encore, je crois, l'électricité, non? 0,17? Frédéric, il faut allumer le micro, par contre. Ouais. Je vois que ça parle ou… Donc, 2300 qu'on multiplie par… Ça fait 406, ça. Ouais, 391. Allez, 400 balles. C'est-à-dire qu'une maison de 100 mètres carrés, on n'a pas le droit de dépasser en facture énergétique hors abonnement 400 €. Ça doit comprendre la ventilation, le besoin en froid, le besoin en chaud et l'eau chaude sanitaire. Voilà ce qu'on dit, hein. Là, c'est ce qui est marqué dans ce truc-là. Je vous le traduis juste, hein. 400 balles. Si on dépasse, la maison n'est pas conforme. En logement collectif, on a le droit à 70. Donc, ça laisse un peu plus de marge, d'accord? De là, en fait, de là, on va aller sur la droite où on passe à 75. C'est-à-dire que si vous remettez un peu d'énergie renouvelable, bon, du soleil, de l'énergie de l'air, de la géothermie, du photovoltaïque, etc., vous avez le droit d'aller jusqu'à 75. Donc, vous avez le droit de consommer plus si une partie de l'énergie que vous avez mis dedans, donc ici minimum 20 kilowatts, est tirée d'une énergie renouvelable. Ça peut être de la biomasse, hein, etc., etc. Et de cette énergie, de ces consommations d'énergie, on tire l'impact carbone-énergie. Alors là, c'est un peu moins drôle parce que, en fait, vous multipliez les kilowatts par de la génération de CO2 ou simulation de génération de CO2. Et vous voyez un peu le seuil, on est à 160 kg de CO2 par mètre carré. Mais là, c'est sur la durée de vie, hein. C'est sur les 50 ans. Vous avez vu en dessous le logement collectif, on n'a pas du tout les mêmes seuils, hein. Mais on va y arriver à peu près aux mêmes choses à la fin. Mais le 160 là, il dit quoi? Il dit simplement qu'on aura demain plus de gaz. On a déjà plus de fuel. Demain, dans les maisons individuelles, il n'y a plus de gaz. Voilà. Alors évidemment, pour les pros, vous allez me dire la chaudière gaz normale, en tout cas, simple, même à condensation, ne fonctionnerait plus. Pas que vous ne passez pas en coefficient avant, hein. Simplement, vous produisez trop de CO2 par kilowatt d'énergie gaz. Vous pourriez passer sur une maison à la limite du passif. D'accord? C'est-à-dire que vous avez une maison qui est extrêmement peu consommatrice, par exemple, de chauffage. Et vous avez vos besoins qui sont en chauffage. Très faibles. Donc, vous pourriez passer. Par contre, en général, vous n'allez pas vous payer un abonnement gaz pour consommer 20 mètres cubes par an, quoi. Donc, il y a aussi la logique qui va dans ce sens-là. Mais on reviendra un peu sur les conséquences. L'impact carbone, maintenant, sur la construction. Ça, c'est un truc, c'est quand même franchement nouveau. Donc, il va falloir le digérer un peu. Et ce qui est bien, c'est dans cette RE 2020, c'est que en fait, elle est progressive. Donc, en fait, on a mis des seuils qui baissent au fur et à mesure. Donc là, on en a un premier. Si on prend la maison, on est à 640. En 2024, on va passer à 530. Puis après, 475 en 2028. Et puis après, 2031, on sera à 415. Vous avez la même chose sur du logement collectif, on baisse. En gros, hein, il faut perdre 30% par rapport au premier indice en 10 ans. Voilà. Et ça, on verra plus loin là comment ça se calcule. Alors, il faut ajouter
tous les composants, c'est-à-dire vous avez du parpaing, vous avez de la fermette, vous avez de la tuile, etc. Donc, vous allez mettre tous les impacts carbone de chaque élément particulier. Vous allez reprendre toute l'énergie pour les emmener ici, sur le chantier. Vous allez prendre l'énergie qu'il faut sur le chantier, la grue, etc. D'accord? Et vous allez mettre aussi l'énergie, enfin l'impact carbone de l'eau que vous allez consommer, parce qu'elle a un impact carbone. Et ça vous donne l'impact carbone complet du bâtiment. Génial. Et ça, pour l'avoir, donc, il va falloir que vous alliez récupérer des FDES. Voilà, de chaque. Alors, sur le site que vous connaissez peut-être, c'est l'INIES, I-N-I-E-S. En fait, avec ces F2S, il y a pour chaque composant, vous allez avoir une analyse du cycle de vie. Et cette analyse, elle va regarder comment se comporte le composant et lui donner un impact carbone. Honnêtement, ça devient plus. Quand vous allez prendre deux F2S, par exemple, on prend une laine de verre et une fibre de bois, vous n'arrivez plus à les regarder l'une en face de l'autre parce qu'on est avec des indices qui sont en des puissances -7, puissance -9. Enfin, le truc n'est plus. Vous ne pouvez plus faire un truc facile pour les comparer. Donc, ça va devenir un peu compliqué. Enfin, le degré-heure. Alors là, c'est plutôt simple. Pour les plombiers, ça va être même très simple parce qu'ils l'utilisent déjà. En gros, quand vous avez, c'est simple, vous avez une température. La température, c'est 26 la nuit, 28 la journée. Et quand on simule votre bâtiment, à partir du moment où il dépasse d'un degré, les températures indiquées, eh bien, on va lui mettre 1 degré par heure. Et si vous faites dans la simulation et on dépasse les 350 degrés heure, eh bien, vous vous retrouvez en situation d'inconfort, d'accord? Ici, là, le visage orange. Et jusqu'à 1200, vous allez pouvoir être dans cette situation-là. Ça veut dire que automatiquement, on considère que les gens, quand ils vont être au-delà de ces températures, ils vont automatiquement avoir un besoin de froid parce qu'ils mettront à terme une climatisation. Donc, ça veut dire qu'on comprend déjà leur façon de climatiser demain le bâtiment. À partir de 1200, là, la tête rouge, vous n'avez plus le droit. La maison est considérée comme non habitable. Donc, vous êtes obligé de reprendre l'étude pour qu'elle soit habitable. Alors, pour faire simple, l'ARE 2020, c'est une étude globale. C'est important parce que l'étude globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas vous qui allez la faire, c'est un bureau d'études thermiques. C'est déjà le cas aujourd'hui. Simplement, il y a plus de données à avoir, notamment sur les composants. Voilà. Mais c'est toujours un bureau d'études thermiques. C'est-à-dire, demain, on ne va pas demander au menuisier d'aller faire l'étude thermique. Voilà. D'avoir l'approche globale, de comprendre ce que vous allez faire, oui, mais ce n'est pas vous qui allez faire le calcul. Alors, aujourd'hui, cette RE 2020, c'est un calcul qui est même plus à la portée des thermiciens. Il n'y a plus que ceux qui ont développé les logiciels qui tiennent le calcul. Voilà. Parce qu'il est infaisable. Notamment sur l'analyse de cycle de vie, c'est extrêmement compliqué. C'est le besoin de prise en froid, ça c'est essentiel. Le confort d'été, l'impact carbone. Voilà. Maintenant, on va regarder en réel ce que ça veut dire. Bon, à moins qu'il y ait des questions importantes, Christophe. Non, pas de questions supplémentaires. Ok, bon, je continue. Et on va voir un peu les impacts de chaque, ce que ça veut dire pour vous dans vos métiers. Là, en gros, nous, ce qu'on a fait, on est parti sur un certain nombre. On a repris une étude du CSTB, enfin, qu'importe, mais en gros, on a pris des maisons, d'accord? Là, il y en a quelques-unes, il y en a 9 ou 10. Et les maisons, on les a soumises à l'ART, à l'ARE, pour voir comment elles sortaient, d'accord? Alors là, je vous ai tout remis. Je vous enverrai le support de toute manière par mail. À partir du moment que j'ai votre mail, ça marche comme ça. J'avance un peu et on regarde comment ça réagit, les maisons, comment elles réagissent aux différents critères. Le premier critère, c'est le BBio. Alors, ce que vous avez à gauche, là, c'est ce qui était la base d'une RT 2012.
Voilà. Comment on la construisait à la sortie de la RT 2012? En fait, vous avez des critères là qui est 100. Alors, souvent, on demandait 60. Un critère qui était évalué à 60. Simplement, en fait, avec les différentes prises en compte aujourd'hui, notamment des surfaces différentes et des fichiers météo différents, la ligne rouge, c'est l'aéro 2020. OK? Donc, une RT 2012 ne passe absolument pas le cap d'une aéro 2020 sur le BBO. Donc, sur le premier critère, on ne passe pas. Sur une maison standard en 2019, c'est-à-dire qu'elles ont été améliorées, d'accord, par rapport à la RT, ça ne passe pas non plus. Et en fait, quand on fait les différentes maisons, on en a deux qui fonctionnent. C'est l'excellente qui est en béton, c'est-à-dire quand on a fait une maison, en gros, c'est une maison plutôt de maçon, elle est en brique, mais avec du polyuréthane. Et on a une très forte isolation, très très forte. Elle passe en dessous. Et une excellente qui est en ossature bois, qui passe en dessous aussi. Toutes les autres, elles ne passent pas. Donc déjà, ça met à plat quand même. Donc en gros, il n'y a pas le choix, il faut déjà être excellent. Ça, c'est le premier niveau. Soit, alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre du polyuréthane, ça veut simplement dire qu'il faut avoir beaucoup d'isolation. Donc, à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, un 6-7 en mur, ça me paraît raisonnable, et un 10-11 en toiture me paraît raisonnable. Mais de regarder en dessous, c'est quasiment infaisable. Voilà. C'est un ordre de grandeur, ça dépend de la maison. OK? Alors, tout à l'heure, on avait notre électricien qui faisait de la domotique, qui nous parlait, Antoine. Voilà, Antoine, j'ai retrouvé. Antoine, il y a une chose importante, notamment sur le BBO, c'est les volets roulants à gestion crépusculaire. En gros, à chaque fois qu'on passe, on a une amélioration notamment du BBO à travers cette gestion crépusculaire, et elle est indéniable, quoi. Donc, il y a presque 15%, je crois. On le voit plus loin, mais… Donc ça va être… Uniquement en gestion crépusculaire, pas par rapport aux apports de soleil? Parce que maintenant, c'est ce qui se fait aussi en domotique. Là, on est plutôt en besoin froid là, et de se poser la question déjà par rapport au froid, donc avec une gestion crépusculaire, et après en domotique certainement pour le degré heure sur l'été. Ouais. Ah oui, c'est celui-là. Donc de 9 à 15%, donc hyper important. Les coffres de volets roulants aussi ont un impact important. Voilà. Donc, il n'y aura plus de coffre sans isolation, en gros. Et celui qui me parlait du déphasage, on y revient aussi là-dessus, c'est qu'en fait, on a un impact sur l'endroit où on met l'isolation. Ce qui n'était pas le cas sur la RT 2012. En fait, le modèle de calcul n'arrivait pas à le faire. Aujourd'hui, on a des modèles de calcul dynamiques qui vont prendre en compte le fait que l'isolation soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Bon, sur l'OSB, c'est la même chose. On retrouve à la même chose. L'amélioration aussi, donc les coffres de volets roulants, les fenêtres. Honnêtement, les fenêtres, hyper important, c'est-à-dire que plus on a des projets avec des fenêtres nombreuses, plus elles vont avoir un impact. Une fenêtre qui a, par exemple, si on prend un UW de 1,2, c'est toujours 1,2 watts qui sortent. Soit, par exemple, je ne sais plus, je calculais tout à l'heure, c'est 10 fois plus qu'un R de 8. Donc, quand vous avez un mur avec un R de 8 et que vous avez une fenêtre avec un UW d'1,2, qui est plutôt une bonne fenêtre à la base, 1,2, c'est plutôt de la bonne fenêtre. Et bien, à chaque fois que vous avez une fenêtre, c'est 10 fois plus déperditif qu'un mur. Donc, c'est vraiment très, très impactant. Donc, On a des apports solaires différents. On a des apports solaires. Mais là, on est aussi beaucoup dans le calcul du froid. On a des apports, mais des apports notamment l'hiver, là où on en aurait besoin. On a le même problème avec les Velux aussi. Alors, attendez, hop, je cherche celui qui parle. Je vous ai perdu. Ah, celui aussi, c'est ça? On a aussi. On a le même problème avec les Velux aussi. On a le même problème avec les Velux. Avec la gestion, notamment des volets, pour éviter aussi les apports l'été. Maintenant, sur les coefficients là, d'énergie primaire, les consommations d'énergie, on a refait la même chose. Et là,
y a pas trop de surprise, c'est-à-dire que plus la maison consommait peu, plus elle a de chance d'arriver à passer ce seuil-là. Et là, en fait, on a aussi notamment la façon dont on regarde sur les émissions. Alors là, les émissions, les grands gagnants des émetteurs, hein, c'est plancher chauffant, puisqu'on a si vous voulez, des coefficients de rendement qui sont meilleurs sur les planchers chauffants. Sur des radiateurs qui sont certifiés, en gros, c'est une bataille du chiffre, hein. Ce qu'il faut quand même comprendre à un moment donné, c'est que quand vous avez un produit qui a été certifié et qui confirme des rendements, ça va permettre d'améliorer le calcul. Donc, c'est quand même une bataille du chiffre. Donc, voilà. Oui, Christophe? J'ai quelques questions qui s'accumulent. Bon, bah, allons-y. J'en avais une de Fabien Durand. Est-ce qu'il peut reposer, Fabien, sa question en ouvrant son micro? Voilà, merci. Oui, alors du coup, je revenais juste sur les évaluations thermiques obligatoires pour certaines catégories de travaux sur le RGE. Donc du coup, qui vont forcément pas impacter que la RT existante, mais du coup, bientôt la RE 2020. Et la deuxième chose, c'était en rapport avec les menuiseries verticales et notamment également les fenêtres de toit, c'était est-ce que l'étanchéité à l'air était pris en compte sur la ventilation intérieure? Alors, je vais répondre à la deuxième d'abord. En fait, sur l'étanchéité à l'air, il n'y a pas eu d'amélioration, pas eu de changement par rapport à la RT 2012. Donc, on a toujours le même seuil à atteindre, ça c'est sûr. Voilà, sur la ventilation, elle est prise en compte. Alors, aujourd'hui, elle fonctionne de base, vous êtes à 0,6, alors l'unité, je l'ai perdue. Mais par contre, dans la modélisation, vous avez le droit de demander un 0,3. Mais par contre, il faut l'obtenir derrière pour le vérifier. Mais vous avez le droit de demander dans le calcul d'avoir une modélisation avec une perte moins grande. Et puis, alors, on est d'accord, sur la RE 2020, elle ne s'applique que sur les bâtiments neufs. Donc, tout ce qui est bâtiment existant, ça ne change absolument rien. Vous restez sur la RT existant. Tout ce qui est RGE, tout ce qui est tout ça, c'est que du bâtiment existant. Ce n'est pas du tout dans le neuf. Donc, c'est deux réglementations complètement différentes et elles ne se mélangent pas. On ne demande pas d'impact carbone en tout cas, on ne demande pas d'impact carbone sur la RT existante. Ça répond ou pas? Pas bien. Ouais. Après, c'était sur les notions de rénovation globale, comme c'est un peu dans l'air du temps. Oui, mais alors, une évaluation thermique n'est pas une étude thermique. Oui. Ça, vous l'avez vu dans le FIBAT. Dans le FIBAT, on vous dit, il y a bien les deux. Oui, j'ai vu, Christophe le salue. Il y a bien les deux. Et les deux sont vraiment différentes. L'étude, elle est obligatoire et ce n'est pas une évaluation. Quand vous faites l'évaluation, il y a beaucoup de choses que vous ne prenez pas en compte, notamment tout ce qui est masque, et vous n'êtes pas sur du calcul dynamique, et vous n'avez pas du tout l'impact carbone. Et même si vous avez arrivé à ressortir des déperditions, vous n'êtes pas aussi fin que sur une étude thermique. Voilà. Il y avait une autre question, Christophe? Oui, il y avait une réaction de Sophie Chavet, pardon. Du coup, il vaut mieux du triple vitrage, dit-elle. Alors, il y a certains projets qui ne passeront qu'avec du triple vitrage. Ça, c'est évident. Parce que vous êtes sur des fenêtres, en gros, le triple vitrage, sur des très bonnes fenêtres, vous êtes à 1,2 sur du double. Vous allez passer à 0,8 avec du triple. Donc, vous gagnez quand même 30% sur ces surfaces vitrées. C'est énorme. Ça permet d'équilibrer un peu. Ouais. Pas le budget, hein, on est d'accord. Mais oui, ça va permettre de faire avancer comme ça. Bon. C'est bon? C'est bon, tu peux continuer. Eh bien, super. Donc, sur les consommations d'énergie primaire, le grand gagnant mais ça on le savait déjà, hein, c'est la PAC. Déjà sur la RT 2012, c'était le cas, mais alors là, c'est vraiment encore plus flagrant. C'est-à-dire qu'on a amélioré le coefficient électrique, donc, et on a une production aujourd'hui en France d'énergie électrique qui est très peu carbonée, donc qui gagne sur l'impact carbone énergie. En gros, quand on regarde les différents seuils, on a soit des packs qui gagnent. Alors, je vais essayer de les retrouver. Hop, ça va être par là.
Non, c'est plus loin. Bon, on verra après. Mais en gros, soit on a des packs qui gagnent, soit on a des chaudières qui sont à bois, en biomasse. Et peut-être les prochaines hybrides gaz arriveront à sortir leur épingle du jeu, mais c'est rien de moins sûr. Voilà. Ici, en gros, elles passent quasiment aucune, puisqu'elles étaient déjà pas dans le B-bio, donc on avait des déperditions qui étaient trop fortes. Les deux qui sont bonnes arrivent à passer derrière, avec une PAC. Donc, en gros, les bureaux d'études thermiques, quand ils ne voudront pas se prendre la tête, poseront une PAC avec… alors, du R32, ça a une incidence sur l'impact carbone, et ça passera. Sur le degré heure, c'est ce que j'évoquais, on a automatiquement des besoins en froid. Alors là, quand on le prend ici, c'est les mêmes maisons à chaque fois, hein, quand vous voyez les tableaux. En fait, vous avez des besoins en froid qui sont très, très importants, et notamment sur les ossatures bois, qui sont donc à inertie légère, avec faible déphasage. On a des besoins en froid qui sont beaucoup plus importants que les autres maisons. Et du coup, qu'il faut réinjecter ces besoins en froid dans les consommations d'énergie primaire, donc qui viennent embêter le besoin bioclimatique et les consommations d'énergie. Là, sur la modélisation, elles ont toutes besoin de froid. Quand on a fait d'autres modélisations, il faut arriver en climat de montagne, il faut arriver au-dessus de 500 mètres pour qu'on ait des maisons qui arrivent à passer en dessous. Donc, en gros, aujourd'hui, dans quasiment toute la France, hormis en climat de montagne, elles ont toutes besoin de froid. Voilà. Et là, il y en a qui sont avec forte inertie, etc. Donc, on a toutes besoin, elles ont toutes besoin de froid. Bon, là, c'est pour les besoins de froid, on n'est évidemment pas obligé d'aller sur de la climatisation. Quand vous êtes sur des maisons qui vont être un peu limites pour passer, eh bien, il faudra aller chercher des brise-soleil. On voit là, par exemple, l'impact qui peut vous intéresser. C'est-à-dire, quand on reprend la maison standard, la maison classique, d'accord, on voit son degré heure, il est à 600. Et on va mettre quelques systèmes pour voir derrière comment ça influence. Moi, j'ai vu Christophe, je termine juste. Comment ça influence le besoin en froid. Quand vous mettez un puits climatique, un puits canadien, un puits provençal, appelez-le comme vous voulez, si vous lui mettez donc un rafraîchissement de l'air avant de rentrer dans la maison, vous avez quasiment plus besoin, puisque c'est 300, d'avoir un rafraîchissement. Les brises-soleil, par exemple, pour Antoine, qui veut essayer d'en vendre un peu quand même, eh bien, les brises-soleil, quand tu vends des brises-soleil, Antoine, regarde, paf, tu as déjà enlevé ton besoin de froid de 180 degrés heure. Donc, ça permet de bien abaisser et donc diminuer forcément le besoin bioclimatique en froid. Le brasseur d'air, très bête, hein, mais ça ne vaut pour rien qu'ils en ont dans les pays chauds, et un bardage ventilé. C'est des solutions simples, hein, mais c'est-à-dire qu'un bardage ventilé, apportant une couche d'air qui, lui, va se faire ventiler, apporte quasiment rien, mais apporte déjà quand même sa pierre à l'édifice. J'ai vu que tu avais une question, que tu l'as retirée, non, Christophe? Non, c'est simplement que pour t'alerter qu'il y avait une question, en effet. La société Vétorel qui dit y a-t-il un avantage à passer avec de la laine de bois plutôt qu'en isolation mur et toiture par rapport à de la laine de verre? Sur le déphasage, oui, ça va jouer. Alors, je reviens sur la laine de bois plus loin, mais oui, ça va jouer. Je vais revenir dessus, notamment dans le critère sur l'impact carbone. Mais oui. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur l'impact carbone de l'énergie, alors, ici, on a refait des variantes. D'accord? Qu'on regarde bien, ça, c'était notre critère d'avant. Hop. Quand on regarde les variantes, ça va intéresser les plombiers chauffagistes notamment. Ici, dans le tableau de gauche, vous voyez, on prend la maison, hein, on ne la change pas. D'accord? On va essayer de pas. On a pris la standard 2019 et on voit son impact carbone-énergie sur les 50 ans. Donc, on doit être en dessous de 160. Là, il manque le trait rouge. Mais en gros, on en a 3 qui ne passent pas, hein, déjà.
Alors, on va regarder celles qui passent. On a les splits, évidemment, qui passent. On a le poêle qui passe, d'accord, mais qui a augmenté un petit peu. Et dès que vous êtes sur une solution au gaz, c'est les 3 du milieu. Alors, on a du gaz avec du photovoltaïque, on a du gaz avec du solaire, et on a du gaz avec de l'eau chaude, avec un chauffe-eau thermique. Voilà. Et on se retrouve à chaque fois, un chauffe-eau thermodynamique, excusez-moi. On se retrouve à chaque fois avec des critères qui dépassent les 400. Donc, en gros, c'est une solution, le gaz, une solution qu'on ne va pas, alors qui n'est pas dite interdite, mais qu'on n'arrive pas à faire passer dans les modélisations. Donc, elle est interdite. Non, je vois. C'est comme ça que je le traduis, moi. Et les bonnes solutions qui sont en dessous de 100, on n'est que sur des packs. Voilà. Alors après, quand on la reprend et qu'on fait sur la meilleure des versions, donc celle qui passe en BBO, d'accord, pour voir quelle est l'incidence, on arrive à faire baisser le gaz. Hein, on est à 360, 380. Voilà. 380, c'est l'exception justement pour les lotissements qui auraient été faits avant 2022, d'accord, et qui prévoient déjà une solution gaz. Eux, ils ont 1 an pour faire des maisons et qui auront le droit jusqu'à ces seuils-là. Après, vous devez être en dessous. Donc, en gros, un poêle avec effet Joule, avec ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez, mais pas de gaz. Donc, de l'élec ou de la biomasse. Là, c'est les mêmes choses, hein, mais je vous en ai mis pas mal parce que ça pose des questions. Mais en gros, les packs, ça fonctionne. On peut avoir un poêle à bois. On peut aussi avoir des radiateurs. Hein. Quand même. Hein. Sur des modèles qui consomment très, très peu, on se prend juste l'impact de 2,3. Mais pourquoi pas, ça fonctionne. Et si vous mettez un chauffe-eau thermodynamique ou un chauffe-eau solaire de l'autre côté, parce que en gros, hein, les consommations entre l'énergie, le chauffage, en fait, vous n'avez pas vu venir, mais en RT 2012, déjà, on était sur des consommations qui se rapprochaient entre le chauffage et l'eau chaude sanitaire par an. Là, clairement, l'eau chaude sanitaire dépasse le besoin de chauffage par an. Donc, on se retrouve avec des besoins qui sont différents. Oui, monsieur aussi. Oui, mais quand on voit tous ces systèmes de CS et qu'il n'y a aucun entretien depuis leur installation, il n'y a pas eu de réflexion là, parce qu'il y a des pertes de rendement, il y a des appareils qui ne marchent plus, donc on incite à poser, mais on n'incite pas à entretenir l'existant aussi. Ah bah là, on s'est posé que pour les bâtiments neufs. Alors, sur l'eau chaude solaire, ce n'est pas forcément celui qui est le plus mis en avant. Hein. Franchement, ça serait plutôt la PAC. Et sur la PAC, ils ont fait une obligation de vérification de tout bisannuel, non, biannuel, tous les 2 ans. Donc, on a une obligation de vérification du matériel. Après, là, franchement, c'est les PAC qui gagnent. Je ne vois même pas. En gros, sur les maisons qui vont être de petite taille, ou on va dire jusqu'à 170 mètres carrés, une taille pas super géante, pourquoi aller s'embêter à faire des systèmes compliqués alors qu'avec une PAC à 4000 € et qui fait 5 kg, vous répondez au programme? Enfin, franchement, la question elle va être posée, mais la plupart des constructeurs vont y répondre simplement. Hein. Enfin, il me semble. Ou alors en mettant un radiateur et puis un chauffe-eau thermodynamique. Hein. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Après, heureusement, tout le monde ne fera pas comme ça, mais je pense qu'on va être un peu là-dessus, quoi. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas. Mais, impact carbone construction. Là, tu as relevé la main, Christophe. Tu as une question qui. Oui, il y avait Fabien Durand qui avait une question tout à l'heure. Je lui redonne la parole, mais on est déjà le chapitre d'avant. Ah, mais Fabien, il est en retard, mais ça, c'est le coup de la bagnole. Il pose des questions qu'on a déjà répondu. Alors, on va voir. Hein. Non, mais j'essaie d'être réactif, de suivre la conversation. Non, la question du contre-la-tâche derrière l'embardage, je voulais savoir si elle était prise en compte. Alors, ça prend son sens, là, du coup, vu que
va arriver sur le lycée construction, que moi, je travaille que avec de la fibre de bois. Donc, j'essaie de voir où je peux gagner des points. La question, c'est est-ce que l'épaisseur du contrelatage et la ventilation derrière les vêtures, elle va être prise en compte? Voilà. La ventilation, on l'a, hein, elle est prise en compte. On l'a vu dans le degré heure, la ventilation du bardage, elle est prise en compte. Après, sur l'épaisseur de la lame d'air, ça, franchement, je pense qu'elle doit être prise en compte. OK. Parce que, mais je pense que c'était déjà le cas, mais elle doit l'être encore plus parce que de toute manière, quand on modélise la lame d'air et on dit si elle est ventilée ou pas et on donne son épaisseur. Et pareil en toiture, sous couverture Pareil. métallique, etc. En gros, quand vous faites une modélisation, vous avez toutes les parois déperditives, plus les linéiques. Mais ça, c'était déjà le cas sur une RT 2012. Sauf que là, le calcul, il passe en dynamique. Mais vous avez quand même l'intégralité des modélisations. Ouais. OK, merci. Et l'épaisseur du bardage aussi, etc., etc. Là, ça va être c'est un peu plus abstrait comme ça, mais en gros, sur l'impact carbone de la construction, c'était important parce que vu que c'est un seuil qui se veut progressif par rapport aux autres, hein, c'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre à construire en mettant moins d'énergie à construire, en tout cas d'impact carbone. Alors, moi, j'avais fait un FIBAT là, et j'étais toujours choqué par le résultat dedans, c'est-à-dire qu'une maison des années 80, en gros, quand on la construit, elle consomme autant que 25 ans ou 40 ans d'énergie. Donc, au moment où vous construisez, vous dépensez énormément d'énergie. Et en fait, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on construit très performant, on développe très peu d'énergie pour après, sauf qu'en fait, très peu d'énergie pour après, sauf que quand on l'a construit, si je reprends tout à l'heure, le seuil, c'était 160 kg par mètre carré de CO2. Là, vous avez vu, hein. Et là, on est en mètre carré. C'est complètement barjot, en fait. On est quand on construit, on dépense énormément d'énergie. Et l'idée, c'est d'arriver à baisser ce niveau-là pour que la planète aille bien. C'était ça le but, j'ai oublié de dire. Donc là, on a regardé à peu près ce que ça voulait dire. Bah voilà. Alors, on a mis des barres. Le seuil 2022, le seuil 2025, le seuil 2028 et le seuil 2031. Eh ben, c'est facile, hein. En 2022, tout le monde passe. Vous ne changez rien, pas de problème. Changez pas à votre façon. Parpaing, briques, tout ce que vous construisez aujourd'hui, polystyrène, polyuréthane, fibre de bois, laine de verre, chape, carrelage, grès-cérame, ce que vous voulez, vous ne changez rien, ça marche. Bon, parfait. 2025, bah là, par contre, 2025, ça commence à frotter. D'accord? Vous aviez vu, notre grand gagnant tout à l'heure, c'était l'excellent béton. Eh bien, l'excellent béton, en 2025, il ne passe plus. Pas de bol. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé des produits qui permettaient de garder les mêmes épaisseurs, notamment le polyuréthane ou des choses comme ça, qui ne passent pas en termes de carbone, qui sont trop énergivores. D'accord? On part en 2028. 2028, on en avait celles de droite, là, c'était celles où on avait travaillé notamment sur des solutions parpaing avec des solutions pour baisser le niveau de carbone sur le reste. Vous voyez, ça frotte encore. D'accord? Et 2031, qui c'est qui gagne? C'est nos maisons à Ossat-sur-Bois. Alors, il y a des charpentiers qui se frottent les mains. Vous n'aurez personne pour les construire en 2031. J'espère que si, quand même. Hein? On aura du monde. Aujourd'hui, clairement, ceux qui ont le moins besoin de faire d'efforts, ça va être les charpentiers. Alors, comment je pourrais dire? C'est quelque chose qui est quasiment impossible à calculer, je vous le dis. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand on prend un peu de bon sens, on arrive à comprendre. Alors, si on prend les F2S, vous n'allez jamais vous en sortir. Moi, j'ai essayé de les comparer. J'ai essayé de prendre la laine de verre et la fibre de bois en me disant, tiens, je vais y aller. On n'y arrive pas parce qu'en fait, sur chaque critère, ils ont des points différents et on ne sait pas comment ils sont pondérés. Donc, je n'arrive pas à les lire. Par contre, je me suis dit, tiens, comment je vais faire? Je vais prendre l'énergie par mètre cube. Alors, en gros, l'énergie qu'il faut vous le trouvez sur certains sites internet, ça va assez vite, de voir quel est le kilowatt de production.
Et en fait, Fabien, tu vas apprendre que la fibre de bois est au même niveau qu'un polyuréthane. C'est-à-dire, pour fabriquer de la fibre de bois, il faut 1400 kW par mètre cube. C'est énorme, c'est colossal. Donc, soit tu restes sur de la fibre de bois et ça veut dire que tu vas être obligé d'améliorer tout le reste pour arriver à passer. Soit là, ici, dans le standard OSB, c'est de la laine de verre. Et la laine de verre, elle n'est pas si mauvaise en termes d'énergie. Donc là, en fait, on va… alors, ce qui est bien, c'est que c'est dans le temps. C'est-à-dire, là, on a 3 ans pour apprendre un petit peu, notamment aux maçons, à améliorer leur technique. En gros, on va éviter le polystyrène, on va éviter les fenêtres en plastique, en PVC. Mais essayons d'être logiques. Enfin, dès qu'on parle de carbone, on va essayer d'éviter tout ce qui est à base de plastique ou tout ce qui est très énergivore en fabrication. Une fois qu'on a fait ça, et on va éviter tout ce qui est difficile à recycler. Par exemple, si on prend tout ce qui est métaux, ça demande énormément d'énergie. Donc, si vous êtes sur du béton armé, vous allez mettre de l'armature dedans. Alors, ici, on parle de maisons. Donc, les maisons, il n'y a pas de problème. Mais vous avez vu, les logements collectifs, c'est tout en béton armé. Demain, en fait, aujourd'hui, ça passe. En 2025, ça frotte très fort pour eux. Ça frotte tellement fort qu'il y a 10 ans de ça, Eiffage ou Vinci rachetaient des boîtes de construction de contre-collets. Hein. Ils sont déjà, évidemment, ils connaissent déjà les règles du jeu. Donc, ça veut dire pour nous aussi, les règles du jeu, c'est ça. Si vous faites du collectif, en tout cas, le béton armé va avoir du mal. Alors, en traduction en logement collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on va travailler en différenciant. Alors, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, on fonctionne avec des banches. Donc, on va bancher les 2 niveaux du bas et ensuite, on va faire du poteau-poutre en béton armé avec du remplissage soit brique, soit parpaing. Plutôt parpaing parce qu'il est meilleur que la brique. Ça, c'est possible. Ça veut dire quoi en termes de structure? Sinon, on peut aussi, parce que là, en fait, on parle d'Eiffage de Vinci, mais évidemment, Vicat et Lafarge se disent, mais vous êtes gentils, mais si vous, en France, vous m'enlevez tous mes logements collectifs, comment je vais faire, moi, pour vivre? Donc, ils font quoi? Ils vont créer des bétons bas carbone qui existent déjà, hein, avec des mélanges. En fait, le béton, il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui impactent le béton armé. Alors, là, c'est un peu pour les maçons, hein, vous aurez pris votre dose. Mais il y a 2 choses qui impactent le bilan carbone sur le béton armé. Ça va être l'armature. Donc, en gros, c'est comment on va mettre moins d'armature. Donc, on va fibrer. Alors, on a des mélanges de fibres aujourd'hui, soit des fibres de polyester, mais on a aussi des fibres naturelles, puisqu'il va falloir essayer béton chambre. Et aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, du béton bois, donc voilà, qui est en train de se faire. Et la deuxième chose, c'est de travailler sur le calcaire qui développe énormément d'énergie, qui a besoin d'énormément d'énergie pour être fabriqué. Donc, on va diminuer dans les bétons dits bas carbone, diminuer ce dosage-là, et on va les remplacer plutôt par des kaolins. Oui, Christophe, question 2. Oui, Bertrand Chambard pose la question suivante. En rénovation, l'application de polystyrène en ITE sera-t-elle encore possible? Alors, oui. Là, on n'est que sur du neuf. Donc, tout ce qui est existant, vous ne changez rien. Vous avez le droit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, à un moment donné, la question qui va être posée sur l'existant, mais aujourd'hui, il n'y a pas un texte sur l'existant qui va dans ce sens-là. Le texte sur la RT existante, il a été modifié en 2017 et il prévoit déjà les prochains coefficients en 2023. Donc, en gros, pour l'instant, ils n'ont pas prévu de changer le texte pour l'existant. Donc, quand vous avez du polystyrène sur de l'existant, continuez, tout va bien. Okay. C'est juste la planète qui ne vous dit pas merci. Pardon. Merci quand même. Et mince. Non. Mais plus sérieusement, c'est toujours du global. Alors là, on parlait du béton, mais en gros, ce n'est pas que le béton. Hein. Ah, il y a des trucs qui bougent sur mon écran. Ça, il faut que ça reste là. Et en fait, ce n'est pas que le béton. On parle de la solution constructive, mais ce n'est absolument pas que le béton qui va être en cause. C'est le global. Donc, quand on met une fibre de bois qui est aussi polluante qu'un polyuréthane, aussi demandeuse en énergie qu'un polyuréthane, évidemment, c'est compliqué de le faire passer. Et une fenêtre plastique, ça va être
plus compliqué. Une fenêtre aluminium, n'en parlons même pas, parce que tout ce qui est métaux, ça demande beaucoup d'énergie, donc c'est très compliqué. En gros, on va peut-être revenir sur des fenêtres bois. On va utiliser des produits qui vont être plus dans ce sens-là, quoi. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est aussi une guerre de calcul. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'ici, on a des produits que vous prenez tous les jours et en fait, pour les thermiciens, ils ont des valeurs standards. Et en fait, quand vous allez, les fabricants, ils vont travailler à ce que cette valeur standard, elle baisse. C'est-à-dire travailler à ce que l'entrepôt soit plus près de chez vous, travailler à mieux reprendre de leurs déchets, retravailler, etc. Donc, vous allez vous retrouver avec des produits qui vont être de plus en meilleurs, on va dire, de plus en plus meilleurs sur l'impact carbone, on va dire ça comme ça. Et en fait, vous allez, dans les 3 prochaines années, devoir récupérer des F2S de produits. C'est ça qui va se passer pour arriver à diminuer. Certains produits vont devoir être remplacés. Certainement, le polyuréthane sous la chape, ça va être compliqué de se le payer. Il va falloir passer sur une laine de roche ou des choses comme ça qui seront un peu plus impactants en termes d'épaisseur, mais qui arriveront à avoir les mêmes résistances thermiques. Voilà. Là, c'était… Alors ça, j'ai rajouté parce que c'est un truc que j'ai piqué chez Bastide et Bondou. J'espère qu'ils ne l'apprendront jamais. C'est un très, très gros bureau d'études. Voilà. En fait, je trouvais ça sympa parce que on dit toujours le gros œuvre, on dit toujours la structure entre les bétonneux et puis les boiseux, c'est toujours le plus vertueux des deux. Et en fait, on se rend compte que là-dedans, le plus polluant, c'est peut-être les lots qu'on dit techniques, c'est-à-dire les lots de type plomberie, parce qu'en effet, le plombier, il fait quoi à part dérouler du PER. Donc, en gros, il déroule du plastique toute la journée. Et vu qu'il déroule du plastique, il impacte de carbone énormément. Là, c'est ce que vous voyez en rouge, le lot CVC. Là. Donc, vous avez plomberie sanitaire en au-dessus, vous avez tous ces lots-là, ils sont hyper impactants. Donc, il n'y a pas que nos maçons qui vont être impactés. Hein. Un bon électricien, il va y avoir des produits qui vont se mettre en œuvre, qui vont être pour contrer ça. Oui, Christophe? Oui, Sophie Etchavé revient sur la notion de FC. Pourquoi Etchavé? C'est échavé. Hein. Ah, je ne sais pas, c'est peut-être un peu basque, non? Ouais, mais c'est pas Etchevest, c'est échavé. Elle revient sur quoi alors du coup? Sur la notion que sont les FCS. FDES. Alors, voilà, FDES, et à quoi servent-ils? Alors, le mot fiche… Le D, je ne l'ai plus. Environnement et sanitaire. Descriptive, je ne sais plus. Fiche descriptive, environnement et sanitaire, en gros, ce sont quand tu mets sur le marché un produit, tu le fais analyser et l'analyse du cycle de vie te donne une F2ES et ça te permet en fait de rentrer directement. Quand le bureau d'études thermiques va te dire, tiens, quel produit vous utilisez? J'utilise ce produit-là, voici la F2S. Avec cette F2S, elle est directement enregistrée dans son logiciel. Il va la pointer dans son logiciel et ce qui va lui donner l'analyse de cycle de vie de ce produit. Donc, plus le fabricant a travaillé à ce que son produit soit vertueux, plus en effet, il aura de chances de passer sur de la prescription. Donc là, en fait, les industriels vont arrêter peut-être de se battre d'un point de vue technique, mais vont se battre sur les chiffres et vraiment sur un combat de chiffres pour arriver à avoir une F2S performante. Voilà. Donc, vous allez être des récupérateurs de F2S. Je pense qu'entre-temps, quelqu'un est allé sur Internet pour avoir le D, parce que je l'ai perdu. Mais ce que je voulais montrer à travers ça, moi, c'était vraiment les lots, en fait, électricité, énergie, étaient loin d'être anodins, hein, c'est un tiers. Donc, les électriciens, les plombiers, ils ont un boulot aussi à faire là-dessus. Alors, ce n'est pas eux qui vont le faire, mais ce que je veux dire, c'est que dans les produits qui vont être proposés à cet endroit-là, on va avoir aussi des améliorations et pas que au niveau de la structure où on est sur l'autre tiers. Voilà. Il y aura tout le monde à faire des efforts. Bon, je vais quand même conclure. Nos maçons vont continuer à fabriquer des maisons en maçonnerie. Alors,
évidemment, quand vous allez. Il y en a qui perdent dans le jeu quand même, il faut être clair. Tout ce qui va être produit très transformé et très énergivore vont y perdre. Donc les aciers, une maison en ossature acier, on n'a pas eu aujourd'hui de serrurier métallier, mais en gros, ça se faisait. Ça pouvait encore se faire en RT 2012, déjà pas si facile. Mais là, clairement, en impact carbone, c'est plus faisable, quoi. Je ne sais pas comment vont faire les maisons Félix, hein. Je n'en sais rien, mais je ne sais pas comment ils vont passer. Oui, Christophe? Sophie et Richard posent la question, la production photovoltaïque est-elle prise en compte? Oui, Sophie, puisque justement, on l'a vu dans les consommations d'énergie primaire, mais sur la consommation, on a le droit d'aller plus loin quand on utilise du renouvelable. Donc, c'est bien pris en compte. On peut aller jusqu'à 75 au lieu d'être à 55 quand on n'en a pas. Les maisons en bois, bah, ouais, j'arrive, Christophe, j'avance un peu. Les maisons Pas en de bois, souci. non, ça va être fini. Comme ça, après, on va pouvoir rentrer dans les questions directes. Ouais. Les maisons en bois, bah, évidemment, mais on l'avait déjà senti un peu, ils devraient gagner. Alors moi, j'aimerais quand même dire un truc sur les maisons en bois. Il y a un truc qui me perturbe quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des maisons en bois, l'intégralité de nos bois sont traités. On est le seul pays au monde à le faire, hein, à traiter l'intégralité de nos bois, et on n'a pas plus de contamination, ou pas moins de contamination que dans d'autres pays par rapport aux insectes. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous remettez des bois en déchetterie, normalement, ils sont classés comme déchets dangereux. Donc, c'est un peu perturbant pour un métier, on va dire, comme on se vend avec des maisons qui sont plus saines, etc. On a quand même que des déchets dangereux quand on les crache. Alors que quand vous cassez une maison en parpaing, bah, ça passe tout en gravat et ce n'est pas un déchet dangereux. C'est quand même un petit bémol sur la maison bois. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai construit que des maisons en bois, mais voilà, c'est un peu dur. J'ai une question pour revenir là-dessus. Ah, Lignotois 2. Ouais. Bonjour, Lignotois 2. Bonjour. Ah ouais, en même temps, il n'y a rien qui est fait au niveau de la filière bois pour le recyclage du bois. C'est extrêmement compliqué pour les entreprises de recycler les chutes de bois et tout ça, qu'ils soient traités ou non. Alors, rien n'est fait. La CAPEB, quand même, au niveau national, avait pris le dossier justement à essayer de travailler qu'on redevienne comme les autres pays européens, à ne pas traiter nos bois qui sont d'ossature. Ouais. Non, mais On va y arriver, hein. Moi, je pense qu'on y arrivera. Donc. On travaille dessus, nous, même pour le recyclage de nos bois, qui Ouais. est quand même un gros problème et qui est très volumineux. Ouais. Voilà. C'est juste pour la parenthèse. Eh ben, elle est bien faite, cette parenthèse. Ouais. On est d'accord. Sur les isolants, bah, évidemment, tout ce qui est produit à base de plastique va être à utiliser avec plus de parcimonie. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut juste dire que quand vous allez mettre un polystyrène à un endroit, ou encore pire, un polyuréthane, forcément, il va falloir être plus vertueux ailleurs. Donc, il va falloir que votre modèle y compense. Vous pouvez essayer d'être plus vertueux tout court. Alors là, j'aime pas le mot laine de bois, il n'est pas bon, mais sur la ouate de cellulose, encore mieux, vous pouvez avoir du chanvre. Je crois que le plus bas, c'est la fibre, le lin. Le lin doit être vraiment le plus vertueux. Voilà, en gros, hein, tout ce qui est végétaux, mais avec très faible transformation derrière, permet d'avoir des très bons scores. Et la laine de verre et la laine de roche ont des scores qui ne sont pas si mauvais que ça. Voilà. Bon. Alors, moi, j'aurais bien fait un truc pour les archis parce que c'est eux qui vont le plus morfler, hein. Clairement, ce n'est pas vous, hein. C'est les architectes, il y en a qui vont repasser à redessiner 3-4 fois les maisons pour qu'elles arrivent à passer. Donc, ils vont avoir un peu de mal. Vous, bah, il va falloir faire attention aux surfaces vitrées. Voilà, ça pénalise très fortement. Ça, moi, je l'ai repéré. Bien récupérer les F2S pour améliorer le IC et la construction. Donc ça va devenir un automatisme, hein. Automatiquement, les bureaux d'études thermiques vont vous demander qu'est-ce que vous allez mettre. Et il faudra dire, ou alors vous allez vous récupérer des descriptifs plus précis sur le matériau à mettre en place. Vu que c'est des marchés privés, on va vous dire, bah là, il faut mettre de la fibre de bois de chez machin, parce qu'elle est plus performante en F2S que celle de chez Truc Muche.
ou etc. etc. Éviter les produits trop impactants écologiquement, mais ça semble un peu naturel aujourd'hui. Voilà. En chauffage, oui, en chauffage, le gaz, honnêtement, alors il parle de micro-hybrides, mais qui prendraient aujourd'hui, les hybrides, elles fonctionnent avec l'eau chaude qui est fabriquée avec le gaz. Demain, il faudra la faire fonctionner sur la PAC et vraiment, ça sera plus qu'en relais, quoi. Et je ne suis même pas sûr que ça passe. Mais ils vont quand même bien essayer de se battre, à mon avis, là-dedans. On peut avoir soit la solution la plus simple, ça va être la PAC, soit revenir sur des trucs qui peuvent être un poêle. Ou, alors, moi, je mets un bémol sur le poêle, hein, parce que pour en avoir construit quelques-unes, des maisons qui sont très très faibles en déperdition, c'est très difficile de trouver des poêles. Alors à bois, c'est impossible, mais des poêles même à granulés qui ont des seuils très très bas. En gros, les besoins, notamment en intersaison, sont tellement faibles que vous avez des poêles qui commencent déjà à être trop chauds. Donc il faut arriver à avoir des poêles à bois, des poêles à granulés qui descendent très très bas. Mais ce n'est pas, une fois qu'on est presque sur du passif, vous pouvez penser à une VMC double flux avec un effet Joule dedans, ça marche très très bien. Et en termes de coûts, on se retrouve avec des coûts qui sont équivalents, voire moindres qu'une PAC avec, en tout cas moins qu'une PAC avec un plancher chauffant, ça c'est sûr. Mais ça commence, enfin, la question se pose, vu qu'on met de l'argent dans de l'isolant, la question se pose à avoir une technique plus simple, moins coûteuse en entretien aussi, hein. Alors, par exemple, un entretien de PAC, enfin, nous, à Lyon, là, on n'est pas loin, on doit être dans les 200 € par an. Moi qui ai une maison basse consommation, je paye 180 € de chauffage. Donc aujourd'hui, je paye plus d'entretien que de chauffage. Donc il y a des vraies questions, c'est un peu débile, hein, mais enfin, voilà. Si j'avais posé la question différemment, peut-être je n'aurais pas répondu comme ça. Christophe, les gens, je propose que vous ouvrez directement vos micros, hein. Moi, je suis d'accord là pour les questions en direct. C'est comme Pour ceux tu qui dis. sont restés. Ok. Voilà, tout le monde est passé dans le noir. C'est pas mal. Il fait nuit, ouais, ça y est. Il y avait une question de quelqu'un? Quelqu'un voulait. Oui, alors il y avait la SARL Vétorel qui demande l'impact d'une construction R 2020 par rapport à une RT 2012 en termes de pourcentage de surcoût. Ah, l'impact budgétaire? Oui. Ah ça, on va dire ça va dépendre comment vous la construisiez, la RT 2012. En gros, un constructeur basique qui sortait à 1 200 € de la construction RT 2012, il va devoir se prendre un bon 25%. Oui, c'est non. Non. Non, mais je vous dis, le constructeur lambda, voilà. Aujourd'hui, un constructeur un constructeur de maison qui sort à 1 700 € de la RT 2012, mais qui fait attention à ce qu'il fait, il va se prendre un 10%, pas plus. Parce que vous allez quoi? Vous allez renforcer l'isolation. Que vous mettiez un 14 ou un 20, qu'est-ce que ça change pour vous? Ça va changer quoi? La main-d'œuvre, un petit peu, parce que c'est plus dur à poser. Ouais, allez, 3 € du mètre carré. Plus, évidemment, la fourniture, vous allez remettre 7. Vous êtes à 10 balles du mètre carré. Vous avez quoi? Sur une maison de 100 mètres carrés, vous avez 200 mètres carrés d'isolant à peu près. On est à 2 000 €. Impact zéro, là. Vous avez l'étanchéité à l'air, la même. Le vitrage un peu meilleur. Si vous construisiez déjà bien, l'impact n'est pas loin. Par contre, c'est sûr que si vous mettiez tout en tirant les prix, c'est-à-dire du parpaing, un coffre basique, de la fenêtre en plastique et puis un 12+1 collé ou j'en sais rien ce qui peut se faire. Moi, je n'y connais pas trop là-dessus, mais vu que vous êtes obligé de tout changer parce que le plastique ne fonctionnera plus, que vous êtes obligé d'en mettre plus et que vous ne pouvez plus le coller, donc vous allez passer en rail. Et là, en fait, votre modèle, il ne tient plus. Ça, c'est sûr. Donc, les constructeurs bas de gamme, ils vont se prendre une claque. Mais bon, vous qui faites que, hein, je vous regarde tous là, mais vous faites tous que de la qualité, vous allez gagner, vous allez sortir votre épingle du jeu, forcément. Puisque le constructeur bas de gamme va se rapprocher de vous, parce qu'il va être obligé de monter son niveau de construction. Enfin, c'est ce que j'espère à chaque fois. Mais bon. Bon, les maçons, tout ça, voilà. En gros, il va falloir, pour les charpentiers, gérer le déphasage, l'inertie, déphasage, à bosser énormément.
parce que automatiquement, vous l'aviez vu, vous avez le degreveur qui s'envole, donc le confort d'été qui s'envole, donc il y a récupération, il faut récupérer ça.